Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur le continent africain. Syndicat Dokolo et Moïse Katumbi Tchapoué ont-ils des destins croisés? À la lecture du verdict rendu par le tribunal de paix de Kinshasa à Sosa contre le mania congolais collectionneur d'art, c'est la première question qui vient à l'esprit, car l'un comme l'autre sont des Congolais fortunés qui ont à cœur le développement de la République démocratique du Congo. Ensuite, l'un comme l'autre sont condamnés dans une affaire de fraude immobilière. Enfin, l'un comme l'autre ont clairement appelé le président Joseph Kabila Kabange à quitter le pouvoir à la fin de son mandat constitutionnel. Et justement, parlant de mandat échu, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a annoncé que les élections censées se dérouler au plus tard en décembre 2017, selon l'accord conclu sous l'égide de la CENCO, était reportée et s'inédiée. Une annonce faite lors d'une tournée hors du pays qui a provoqué l'ire du rassemblement de l'opposition conduit par son président Félix Tshisekedi. Accord de la Saint-Sylvestre violé pour l'opposition, Keneni pour la majorité qui estime que l'accord est toujours en vigueur. Mais à l'analyse, la situation sécuritaire est des plus volatiles. Même à Kinshasa, 2 personnes ont été tuées dans une agression au marché central de la capitale. Un énième incident qui mérite à en croire la jeunesse du PPRD, le parti présidentiel, que l'état d'urgence soit décrété dans tout le pays. Une démarche de plus pour l'opposition de restreindre davantage les libertés avec pour objectif d'éloigner les élections. Mais en attendant, Joseph Kabila semble être préoccupé par la situation sécuritaire. Il a doté la police congolaise de nouveaux commandements. RD Congo demande d'instauration de l'état d'urgence par le parti au pouvoir. La solution à la crise sécuritaire ou une boîte de Pandore, ce sera le thème du débat du jour sur Angle de Vue. Votre émission qui traite de l'actualité sur le continent africain. Place au débat juste après l'intermède. Et sur ce plateau, avec nous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Hébert Ouimbo, bonjour. Bonjour. Journaliste, éditorialiste. Messieurs, merci d'être sur ce plateau pour débattre de la RD Congo. Le thème, vous le savez, RD Congo demande d'instauration de l'état d'urgence par le parti au pouvoir, la solution à la crise sécuritaire ou une boîte de Pandore. Vous avez suivi l'actualité, Lamine Cissé, syndicat Dokolo et son frère Luzolo Dokolo ont été condamnés. Qu'est-ce que ce verdict traduit selon vous? Merci beaucoup. Bon, ça semble de la politique, hein, puisque quand on analyse... ils ont été condamnés comme à 1 an et puis 15 000 $, avec toute la fortune que la personne a. Ça semble. Je ne peux pas affirmer cela. Mais au moins, lui, il a eu le mérite de rester au Congo et de faire face à la justice. Moi, je pense que des gens qui veulent se battre pour leur pays, ils n'ont qu'à rester dans le pays et faire face à leurs responsabilités. C'est cela ce que je peux dire pour le moment, pour l'instant. Ça semble que c'est des connotations politiques, mais on n'est pas dans le secret, n'est-ce pas, de la justice pour ce plateau. On peut que faire des analyses approximatives. Voilà, l'homme d'affaires a été condamné à 1 an de prison, vous le rappeliez, pour fraude immobilière. Berouimbo, que peut-on retenir, selon vous, de cette procédure? Non, il faut retenir 3 choses. D'abord, du point de vue de la procédure, qu'il s'agit là d'une condamnation d'une affaire apparemment privée, de fraude immobilière. Et de ce point de vue, même si je suis respectueux des institutions de la République, il faut douter un peu de la sincérité de ce verdict dans un pays comme la République démocratique du Congo, où la justice est devenue artificielle. Les ressorts de la justice congolaise ne sont pas des ressorts assez solides. La justice est au service d'un homme, Joseph Kabila. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que les prises de position du jeune opérateur économique, gendre par ailleurs de Joseph, du président Dos Santos, montre que ce verdict a un relent politique. Comme soulignait tout à l'heure M. Cissé,
dans la mesure où il dit qu'il faut respecter la Constitution, qu'il faut respecter les lois. Même s'il dit qu'il ne fait pas de la politique, il est déjà sur le terrain politique. Vous savez, demander déjà le respect de la Constitution, demander les accords de la Saint-Sylvestre, montre déjà que, qu'on le veuille ou non, on a une prise de position. Troisièmement, ce que cela dénote, c'est une sorte d'anticipation, n'est-ce pas, d'une stratégie politique du camp présidentiel contre toute éventualité de candidature ou bien d'adversité dans le domaine. Et vous savez que richesse et politique, la barrière elle est très mince. Les hommes, quand ils sont financièrement puissants, ils sont toujours tentés. Et suivez mon regard, vous qui êtes du Bénin, vous savez très bien de quoi je parle. Les opérateurs économiques, quand ils sont le puissants, pied à l'étrier. Et ils se disent que, ouais, parce qu'en fait, c'est quoi? Quand vous êtes opérateur économique, vous êtes obligé de financer la prise de décret. Je pèse mes mots. Parce que vous êtes obligé de passer par le politique et vous connaissez les caprices des politiques avec les chantages. À un moment donné, ils se disent qu'au lieu d'être porteur d'eau, il vaut mieux être aussi, n'est-ce pas, dans l'arène et se faire porter soi-même l'eau que de les faire passer par des intermédiaires. Et donc, on a vu forcément, à travers le jeune syndicat d'Okolo, une menace politique certaine. Et quand il s'agit d'une menace politique certaine, c'est qu'on met tout en œuvre pour tuer toute ambition dès le départ. Parce qu'il n'est pas exclu que le richissime homme d'affaires ait été déjà approché. Vous ne pouvez pas avoir cette ampleur de richesse sans être dans les allées du pouvoir. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de richesse sans coup de pouce et sans coup de pouce politique. Il n'y en a pas. Donc, que ce soit par son père, que ce soit par sa famille, je veux parler de Katumbi et des autres, il y a nécessairement des arrière-plans politiques qui vous portent. Donc, il semble qu'il n'y a pas eu des accords dans les intrigues de couloir, et quand il n'y a pas d'accord, on arrive toujours à instrumenter la justice contre vous. Et c'est le cas du jeune syndicat d'Okolo. Alors, sa première réaction, c'est « Je viens d'inaugurer une usine de 400 millions de dollars américains. Kabila me fait condamner à 1 an de prison pour une parcelle. Monsieur Kabila, votre justice vous perdra. » Lamine Sissé, votre réaction. Non, c'est pour lui dire tout simplement de se ranger. De ne pas aller... Parce qu'en fait, lui, il est rentré en politique. Qu'on le veuille ou pas, il ne peut pas avoir des positions aussi tranchées, n'est-ce pas, dans un pays qui est lié à la politique même de la nation. Mais il a nié. Il a toutes les fois où il a eu l'occasion de s'exprimer, il a dit « Je ne suis pas politique, donc, il joue à l'hypocrisie et le pouvoir joue à l'hypocrisie. C'est tout. Parce que c'est un jeu entre le chat et la souris. La souris. Voilà. Alors, il dit aussi qu'il s'agit d'une condamnation pour la forme, de manière à s'assurer qu'il ne soit pas candidat. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Est-ce que ce n'est quand même pas trop vite aller en besogne? Non, le calendrier ou bien l'agenda politique de Kabila, vous ne le maîtrisez pas. Il est constamment dans la... Vous savez qu'il est quasiment dans l'illégalité, son mandat est terminé, il vit d'accord. Donc, sa légitimité pose problème, sa légalité, elle est consubstantielle à des accords qui ne sont jamais respectés. Et de ce point de vue-là, il a son calendrier et il connaît les menaces. Celui qui a de l'argent est une menace permanente. Quand vous avez de l'argent, eh bien, vous constituez un problème. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand le politique arrive, sa première mission, c'est de faire ranger les hommes politiques. À défaut de les ranger, eh bien, il faut lui trouver des bobos ou bien des ennuis judiciaires. Et c'est ça qui fait les feuilletons que l'on voit, où si on soupçonne, par exemple, un groupe d'opérateurs économiques de financer par des personnes interposées des politiques qui sont vos adversaires, on leur colle des affaires, surtout à la veille des campagnes liées à des vivriers, des campagnes liées à des cultures, eh bien, on les condamne. Et puis, peut-être on les relâche après, à la fin des campagnes. Ça se passe généralement en Afrique au sud du Sahara. Et suivez mon regard. Voilà. Mais je crois qu'il faut rectifier quelque chose. Allez-y. Il n'est pas au pouvoir par des accords. C'est la Constitution qui l'a nettement stipulé.
tant qu'il n'y a pas un autre président élu, le président en fonction reste en fonction. Ça, c'est constitutionnel. Oui, mais ce verdict de la Constitution a été contesté, Lamine Cissé. C'est pas le verdict. La Constitution a statué pour décider de ce que le président... C'est dans la Constitution. Le président de la Constitution n'a fait que rappeler cela. Mais c'est dans la Constitution. Parce qu'en fait, il ne faut pas, quand même, il faut pas... c'est des situations qui peuvent arriver à un pays. Il faut prendre des mesures. OK? Mais lui, il est protégé par la Constitution. Tant qu'il n'y a pas un nouveau président élu, Kabila demeure le chef de l'État, président de la République du RDC. L'opposant dit qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est en train de prendre un modèle sur Pierre Nkurunziza. C'est-à-dire modifier la Constitution ou torpiller la République afin de se maintenir... Je ne serais pas d'accord avec lui sur ce point, sur ces actes. Mais je pense qu'il faut rappeler un peu la CENI. Le calendrier de la CENI est différent du nouveau calendrier que les gens ont pris. La CENI a été objectif. Il dit je ne peux pas organiser les élections avant 2018. C'était ça au départ. Techniquement, il dit que ce n'était pas possible. Mais les SEMCO, tout le monde est venu, ils ont créé un autre accord qui n'est pas en conformité avec la réalité sur le terrain. Selon vous, la SEMCO a eu tort? Exactement. Ils n'ont pas tenu compte techniquement de la... Parce qu'il ne faut pas aller vers les élections d'une façon impréparée. Excusez-moi du français. Lamine Cissé, il y avait le risque d'escalade de la violence. La SEMCO est venue à un moment où l'opposition n'attendait peut-être que rien du tout pour faire entrer les populations dans les rues. Je crois que le débat que nous menons, dans ce contexte-là, souvent c'est des débats qui sont très émotionnels. Rappelez-vous que il y a une certaine puissance qui a voulu diviser le Congo. Vous savez, le président Mobutu, quand il était au pouvoir, pourquoi il a pu maintenir un État qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés intact, les frontières intactes? Parce que c'était un accord. Laissez mon pays intact, faites ce que vous voulez. C'était ça, l'accord de Kabila avec lui. Parce qu'ils l'ont fait tuer, Lumumba, pour lui dire, voilà, nous, on te rassure, mais tu nous laisses faire ce que nous voulons. Le problème de la RDC, il faut le multiplier sous l'angle des multinationales. Si vous l'analysez seulement sur l'angle politique, la Constitution, la loi, vous vous trompez. C'est-à-dire que vous allez vous taper à côté. Avant que Laurent Désiré Kabila n'entre, pourquoi il est rentré? Il a été épaulé par d'autres forces, parce qu'il y a d'autres forces qui ont voulu que le Rwanda et l'Ouganda divisent le Congo, fassent la partition, prennent une partie et les autres prennent une partie. Quand Laurent Désiré Kabila est rentré, les gens pensaient qu'il allait être manipulé. Quand il a instauré le patriotisme économique, ils ont décidé en Belgique, c'est en Belgique, les Américains, avec les Américains, pour l'éliminer. En 15 jours, ils l'ont éliminé. Mais il n'y a pas de preuve de ce que vous avancez. Je peux vous donner des preuves, j'en ai. C'est-à-dire que ce débat-là... Oui, Lamine Cissé, on ne peut pas vous autoriser à affirmer que Laurent Désiré Kabila a été tué par les Belges. Vous savez, je n'ai pas... Non, mais on sait, ça a été, les documents sont là, on sait que qui a tué Patrice Lumumba, ce sont les Belges et les Américains. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il ne faut même pas tergiverser là-dessus. Ils ont instrumentalisé, ils ont mis Mobutu, ils ont tué Patrice Lumumba. Pour la richesse, aujourd'hui, le problème de la RDC, je vous affirme, faites des analyses politiques, d'accord, mais vous ne faites pas des analyses tout souterraines. Ce qui se passe dans les coulisses. Donc, pour le savoir, il faut placer la RDC dans son contexte politique, dans son évolution politique, pour savoir qu'il y a des problèmes des multinationales. Tout ce que vous dites là, les Gatumbi, etc., ceux qui sont derrière, est-ce que vous le savez? Eh bien, Wimbo, est-ce que les multinationales peuvent décider de l'avenir d'un pays sans la volonté politique? Parce qu'aujourd'hui, si le président Joseph Kabila avait respecté les termes de la Constitution congolaise, c'est-à-dire 2 mandats, j'organise des élections et je quitte le pouvoir, est-ce qu'on serait en train de supputer sur le pouvoir des multinationales? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Que quand on évoque la question des multinationales, on revient toujours à la question du départ des colons d'hier, de la colonisation de ces puissances. Parce qu'il n'y a pas de multinationales sans impérialisme. Et l'impérialisme même, en réalité, ce sont eux qui décident. Pour la simple raison qu'il y a des richesses, il y a des intérêts. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Non, en dehors des avantages, il y a des ressources, je n'ose pas dire à piller, mais à exploiter pour nourrir la métropole, pour nourrir ce qu'on appelait
dans les années 60 la mère patrie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas occulter cet aspect, qu'ils sont toujours présents et que les indépendances aux supposés ne sont que des indépendances nominatives. Et on le sent dans le langage même des politiques, que cela soit au niveau de la Belgique ou bien des États-Unis avec les relations avec le Libéria et bien d'autres. Eh bien, nous n'avions pas des États indépendants, nous avons des politiques qui ne sont pas assez forts, non seulement assez forts, n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de conduire une politique vraiment indépendante ou bien une politique de coopération. Il n'y en a pas, ce sont les multinationales. Et dans le cas de la RDC qui est un autre continent, badé de richesses, il y a trop d'intérêts qui se jouent en RDC. Et ces intérêts, eh bien, ces multinationales, il faut reconnaître, ces multinationales qui ne sont rien d'autre, qui sont épaulées, n'est-ce pas, par les politiques extérieures, s'appuient aussi sur d'autres pays environnants. On a parlé de l'Ouganda et du Rwanda, et donc qui ont intérêt, qui sont en réalité les ressorts de l'instrumentalisation. Donc il faut pas occulter, c'est même ça qui justifie l'instabilité, n'est-ce pas, au Congo. L'instabilité au Congo est liée au fait que le Royaume de Belgique a des intérêts puissants à préserver, et ce n'est pas pour demain que l'intérêt cessera d'être préservé. Et il y a aussi les Américains. Il a évoqué le cas Lumumba, l'assassinat de Lumumba est l'exemple même vivant de ce que le Congo n'est pas gouverné par les Congolais, que le Congo est gouverné d'ailleurs. Et vous pensez que si ces multinationales, bon, au-delà des multinationales, si la Belgique, il faut appeler les choses par leur nom, et les Américains ne veulent pas que Joseph Kabila soit là, il sera dégagé. Il sera dégagé par les rébellions, il sera dégagé par un certain nombre de choses parce qu'il ne fabrique pas d'armes. D'où viennent les armes? Les armes qui alimentent les foyers au Congo, qui alimentent les foyers en Afrique, ils viennent d'où? Nous ne fabriquons rien. Depuis, nous n'avons pas pu fabriquer déjà l'aiguille. Mais ça vient d'où? Ça vient d'eux. Ce sont des filières qui s'animent, qui s'expérimentent. Et en dehors de cela, il y a aussi d'autres réseaux d'expérimentation, de laboratoires, d'autres choses. Il y a les faces cachées, n'est-ce pas, de ces guerres-là. Donc je pense que pour le Congo, il faut reconnaître que l'avenir du Congo actuellement n'est pas dans la main des Congolais. Ça se joue ailleurs, exactement quelque part en Belgique et quelque part à Washington. Et n'y a-t-il pas une partition à jouer pour le président Joseph Kabila Kabange? Et la partition à jouer, pour moi, c'est ce qui se fait. On dit un accord, on demande aux gens de venir, parce que autant il est instrumentalisé, autant les opposants aussi le sont. Autant aussi les opposants le sont, parce qu'il y a des intérêts, parce que c'est le mal congolais, un mal africain. C'est la même classe politique qui se propose d'aller vendre une partie du pays. Enfin, je m'exprime comme ça. Oui, si vous êtes derrière nous, quand nous allons prendre le pouvoir, vous aurez ceci. Et donc, dans ces accords occultes, eh bien, le pays est le théâtre, n'est-ce pas, de ces genres d'éléments, parce qu'il y a l'opposition armée, il y a les rébellions qui s'animent un peu partout, n'est-ce pas, dans les provinces du Congo. Et ces oppositions armées sont en réalité conduites de l'extérieur par des gens qui apportent l'arme, qui apportent de l'argent, qui apportent le dollar. Donc, nous sommes en réalité les dindons de la face. Et quand on regarde ça de loin, il vaut mieux s'attaquer à la racine et leur demander de laisser le Congo en paix. Parce que si vous pensez que c'est une conférence nationale qui sortira le Congo de sa crise, vous vous trompez. Ça, c'est ce que Cissé dit. Ce n'est pas que ça, c'est de l'analyse politique superficielle. Mais en profondeur, le mal se joue hors du continent. C'est ça la réalité. Voilà, nous allons revenir au débat. Nous avons des similitudes entre le cas de Moïse Katumbi Chapoué et de Syndicat Dokolo dans cette condamnation pour affaires immobilières. On a l'impression que ce sont les mêmes germes. Dans le cas Moïse Katumbi, il y a le juge qui a siégé, qui a reconnu qu'elle avait reçu des pressions pour dire ce droit-là. Aujourd'hui aussi, Syndicat Dokolo dénonce qu'un greffier ou quelqu'un qui est parti au dossier, dont on a vu le nom, qu'il n'ait jamais entendu parler de la personne. On a l'impression qu'on a tordu le cou, une fois encore, à la loi pour l'orienter dans un sens. Non, vous savez, c'est ce que je déplore souvent.
Moïse Katumbi, ce n'est pas un homme nouveau au Congo. On est en train de le peindre comme s'il est tout à fait nouveau et les victimes. Non. Ce que je vous ai dit... Par rapport à cette procédure-là, vous estimez que Moïse Katumbi est coupable d'avoir volé une parcelle? Je n'ai pas dit qu'il a volé. Je ne peux pas juger qu'il ait volé. J'ai dit qu'il est en train de mener des actions politiques. Des actions politiques, c'est des réponses politiques. Moïse Katumbi, il était dans la sauce. Il mangeait la viande avec les Kabila. Et son ventre est suffisamment rempli. Il se met de l'autre côté pour dire ton pouvoir là, je veux ça. Et je veux ça, je suis prêt à déstabiliser, mais toi tu vas quitter. Je crois que Kabila aussi, quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est ce que le co-débatteur est en train de vous expliquer. Vous savez, au moment où Roland Désiré Kabila montait sur Kinshasa avec la rébellion, les multinationales se précipitaient pour signer des contrats juteux à cette période-là, où on tuait les Congolais. Le débat est ailleurs. Les gens là, Moïse Katumbi et celui-là, le gendre de Kolo. Oui. Mais c'est des gens qui sont extrêmement riches, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils sont très riches, mais ils ont besoin de fructifier leur argent. Ils sont de connivence avec les multinationales. Ça, c'est clair. Qu'on vous le dise ou pas. Ils peuvent, le jour où ils vont essayer de prôner ce qu'on appelle le patriotisme économique. Vous portez des accusations graves, mais vous occultez le fait que le problème aujourd'hui au Congo, c'est le refus du respect de la Constitution le 20 décembre 2016. Qui est quand même la date qui a fait déclencher ou qui a autorisé l'escalade de la violence, Lamine Cissé. Le respect de la Constitution, ce n'est pas important pour vous? C'est très important. Le respect de la Constitution est très important. Mais quand ça doit se faire dans le cadre congolais. Mais dans le cadre congolo-congolais, l'accord du 31 décembre a été violé par ce même Joseph Kabila-là. Dites-moi, Hébert Ouimbo, par rapport à syndicat... Non, je veux riposter par rapport à... Non, vous avez largement répondu. On a compris votre position. Par rapport à l'affaire Katumbi, on a l'impression qu'il y a des similitudes dans les deux affaires. Et surtout, le fait que les deux hommes ont quand même affiché une certaine amitié, on dirait. Syndicat Dokolo a été jusqu'à appuyer Moïse Katumbi sur les réseaux sociaux. Les deux hommes se sont rencontrés. Il a dit notamment que le projet de société et la vision de l'ex-gouverneur lui semblait très pertinent pour la RD Congo. Mais oui, il entre ainsi de plein pied en politique. Et comme disait mon vis-à-vis, à un problème politique, il faut une solution politique. C'est-à-dire que la réaction politique obtenue, c'est cela. Et cette réaction politique dans un pays en transition, ou dans un pays comme le RDC Congo, c'est l'instrumentalisation de la justice. Vous avez évoqué un peu le verdict rendu par le juge par rapport dans l'affaire Katumbi. Eh bien, qu'il y a beaucoup de choses à redire. Beaucoup de choses à redire par rapport au dispositif et pas aussi même au raisonnement du juge. On sent, même si plus tard il dira qu'il a reçu des pressions, eh bien, l'instrumentation de la justice dans un état en déliquescence comme le RDC Congo est un fait. Il y a aussi l'autre fait lié, c'est vrai, à la Constitution, lié à l'organisation des forces politiques. Vous savez, pour le Congo, le RDC Congo, il y a un problème fondamental. Il faut réorganiser, il faut réinventer même l'État congolais. L'État congolais doit être réinventé. On sait qu'il y a la pression, n'est-ce pas, de l'extérieur, mais il y a aussi à l'intérieur des choses à faire. Une opposition qui semble être distraite, oui, très distraite sur les enjeux réels du Congo. Les admirateurs de Lumumba, ils n'existent plus ou bien ils sont réduits à une portion congrue. Et pour la plupart du temps, on fait des affaires. Une armée corrompue. Vous avez vu comment ils s'habillent, mais dans le dénuement, des treillis déchirés et des coupeurs de route. Donc, tout est en déliquescence. Et dans ce cas, quand on a un État aussi faible, dont les piliers sont faibles, regardez partout, l'éducation, c'est un problème. Dans les provinces, quasiment l'école, elle est inexistante. Vous avez la culture, elle ne veut pas se réduire qu'à la musique. Eh bien, tout essentiel, tout, l'essence même du Congo est à terre. Il faut réinventer l'État congolais. Ouais. Et dans ce cas, ce ne sont que les querelles, ce ne sont qu'une parcelle. C'est un jeu de dames. Parce qu'en réalité, aucun d'entre eux n'est nouveau. Excusez-moi. La scène politique
congolaise, actuellement, n'est pas faite d'hommes neufs. Ce sont pour la plupart, nous l'avons parlé un peu du Sénégal la fois dernière, avec Macky Sall, qui n'est qu'un produit de Wade, et ainsi de suite. Tous ces opérateurs économiques, ils n'ont pas eu leur richesse sans ce système corrompu, sans ce système d'exploitation, en réalité, des Congolais, pas d'autres Congolais, qui ne sont que ceux qui sont là. Et donc, pour faire cela, je ne suis pas pessimiste, la solution passe une fois encore, et je le regrette, par une révolution de palais. Et vous constaterez, parce qu'en réalité, c'est ça. Comment Kabila est parti, hein? L'affaire semble rester classée, mais on sait que c'est une révolution de palais. Et c'est ainsi de suite. Il n'y a pas en réalité le peuple, une position intellectuelle menée par Tshisekedi, longtemps, reste une position classique, traditionnelle. De l'opposition. Et qui n'a d'effet que d'aller seulement à l'Assemblée, se contenter, se gosier. Mais là où ça se décide, il n'est pas souvent là. Voilà. Lamine Cissé, une question pour vous. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Angola a une partition à jouer dans cette crise-là. Est-ce que la condamnation du syndicat Dokolo est une réponse stratégique de Kinshasa à l'Angola? On sait qu'il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu le retrait des troupes angolaises. On sait que le syndicat Dokolo est le gendre du président Dos Santos de l'Angola. On sait le jeu de pouvoir qui peut aussi se jouer à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Kinshasa a résolument perdu le soutien de l'Angola? Non, vous savez, l'Angola, la dynamique, la géopolitique actuellement, l'Angola, la présence de l'armée angolaise comment en RDC n'est pas autant pertinent qu'avant. Et ensuite, vous savez, José Edouard Dos Santos, il se retire. Le système de démocratisation est de plus en plus apaisé parce que lui aussi, il était confronté à des guerres, à des troubles, etc. C'est un grand homme que je respecte puisque... Vous faites bien de le signaler, il a annoncé qu'il ne sera pas candidat en 2018, oui. Donc il quitte le pouvoir. Sa démocratie, elle est naissante. Elle est naissante parce que les gens sont en train d'évaluer depuis qu'il est au pouvoir. Non, depuis qu'il est au pouvoir, il était en guerre contre les États-Unis d'Amérique à travers Savimbi. Okay? Voilà, il faut le reconnaître. Donc, cette période de trouble, la levée du processus de démocratisation réelle apaisée, bon, il n'a pas duré au pouvoir. Il part, c'est très bien. Il laisse son pays dans une stabilité. Mais vous savez, moi, je voudrais que... Je ne pense pas que cela a une implication. Je ne pense pas que lui... Parce que lui, Dos Santos connaît les implications extérieures. Il connaît les facteurs exogènes qui menacent, y compris l'Angola, y compris la RDC. Ils ont presque la même histoire. Ils ont presque la même histoire. Alors donc, ce que je voudrais tout simplement dire, moi, pour le Congo, il faut que le Congo ait une armée forte, républicaine. Moi, je voudrais qu'au Congo, qu'il y ait une révolution populaire. Que cette pseudo-démocratie qui n'est entourée que par qui alimente les multinationales, les mêmes personnes qui s'enrichissent, qui se relaient à la tête de l'État. Et le peuple est en train de pâtir dans la misère. Mais on a l'impression Vous savez, les Congolais me disent, M. Cissé, dans les parties où il y a la richesse, il y a des pistes privées qu'on a créées, des endroits. Les hélicoptères descendent, ils prennent nos richesses, on ne sait pas où ça. Ça vole vers le Rwanda, ça vole vers, etc. Jusqu'à présent. Voilà. Donc le Congo, quand vous l'analysez sur le plan de la théorie politicienne à la française, ça dit que vous tapez à côté. Je voudrais qu'on analyse, on essaie de... Vous savez, les accords qui sont faits au Congo, vous savez pourquoi la position de l'Union africaine, elle est tranchée? L'Union africaine, et les Nations Unies étaient obligées de suivre l'Union africaine dans sa position. Mais cette position-là, la première position-là, s'ils avaient laissé la main libre à ces institutions-là, on aurait organisé des élections. Mais la SEMCO est venue pour désorganiser et créer, et créer, n'est-ce pas, d'autres accords. Lamine Cissé, l'accord de l'Union africaine était non inclusif. L'accord n'était pas inclusif. L'accord n'a pas pris en compte la majeure partie de l'opposition congolaise. Oui, mais c'est l'accord de notre continent. Respectons ça et allons dans les solutions africaines. La SEMCO est tout autant congolaise. Lamine Cissé, on a parfois du mal à percevoir le sens et la portée de ce que vous dites en ce qui concerne la République démocratique du Congo. La SEMCO, c'est des Congolais. La SEMCO n'est pas une institution politique qui doit gérer les problèmes politiques. La SEMCO doit apporter l'armement moral. C'est le président Joseph Kabila Kabange qui a fait appel à la SEMCO. Je suis en train de vous dire, cette SEMCO dont vous parlez là, durant la dictature de Kabila, vous les avez entendu parler de quoi? Durant tout le règne de Kabila là, et de Mobutu.
où il y a un Mobutu Dieu qui remplace les églises. La Senko était déjà intervenue pour empêcher une guerre. Dites-moi, Hébert Ouimbo, aujourd'hui, on a l'impression que les affaires politiques sont créées de toutes pièces. Aujourd'hui, déjà dans le dossier Katumbi, on avait annoncé qu'il y a une autre affaire, l'affaire notamment dite des mercenaires. Il y a même un procès en appel qui doit s'ouvrir incessamment. Dans le cas d'Okolo aussi, on apprend déjà qu'il y a une enquête sur des liens supposés avec un général qui est accusé d'avoir tenté de renverser le pouvoir depuis 2010. En attendant, les deux frères sont reconnus coupables de faux en écriture et usage de faux. Ils écopent d'une année de prison assortie de 15 000 $ de dommages et intérêts. On sait aussi qu'aucune autorité officielle n'a souhaité réagir à cette affaire, mais les propos de la CENI, eux, ont recueilli quand même un nombre de réactions. Pour Corneille Nangaa, les élections, c'est reporté sine die. Votre réaction? Non, nous sommes dans l'impasse. L'impasse montre une fois encore que le Congo est dans une obscurité opaque et que le Congo a besoin de lumière. Et cette lumière, il faut nécessairement, une fois encore, que l'Union africaine puisse retrouver les ressources nécessaires pour sortir le Congo de l'impasse. Parce que les solutions, d'ailleurs, les solutions artificielles, j'appelle les solutions artificielles, il y a une manière africaine de régler les problèmes. Et cette manière africaine, il faut la confier aux Africains. Parce que les autres solutions par le passé n'ont rien donné comme solution. Au contraire, cela a empiré la guerre, cela a permis en réalité, et sous le couvert de l'ONU, sous le couvert des différents accords que l'on a signés hors du continent, à permettre, n'est-ce pas, à des filières de prospérer. Il faut reconfier à l'Union africaine, il faut faire quoi à l'Union africaine? La dernière session de l'Union africaine, ils ont reconnu que c'est toujours l'occasion à Addis Abeba, n'est-ce pas, de bavardage. Il faut maintenant opérationner, n'est-ce pas, les instruments et les organes de l'UA. Et parmi ces organes-là, l'alerte africaine de maintien de paix doit nécessairement trouver enfin une solution sur le Congo. Il faut l'expérimenter sur le Congo. Ce n'est pas ailleurs. Si c'est ailleurs, on passe à côté. Parce que les grands experts des Nations Unies, en réalité, ils sont connectés. Moi, je ne veux pas dire des multinationales. Ils sont connectés à des réseaux qui alimentent l'économie de guerre. Vous savez que la guerre est aussi une façon de prospérer une autre économie, par l'économie locale. Mais c'est une occasion, n'est-ce pas, de proposer, d'exploiter des minières. En dehors des avions qui volent sur le Katanga, le Lubumbashi et bien d'autres, il y a autre chose qui se passe actuellement au Congo en matière de ces richesses, en matière de ces ressources minières. Et tous ils savent. Donc il faut faire abstraction, n'est-ce pas, de ces différents accords et remettre le destin du Congo, pas seulement dans la main des Congolais, mais dans la main des Africains. Voilà, votre avis est clair. Une seule condition aujourd'hui permet à l'État le report des élections, c'est que toutes les composantes du système politique en RD Congo soient d'accord pour activer ce report-là, c'est-à-dire l'opposition politique, c'est-à-dire le régime du président Kabila, c'est-à-dire la CENI. Dans ce cas-là, est-ce qu'un accord ou une annonce de report sine die n'est pas trop vite allé en besogne? Est-ce que l'annonce de Corneille Nangaa est légitime alors que cela devrait être décidé de commun accord par toutes les composantes au dossier? Le président de la CENI a dit techniquement on ne peut pas organiser avant 2018. Mais c'est clair. Autour de ça, là, il faut que les gens se... Parce que techniquement, il peut démontrer, il peut prouver que ce n'est pas possible. Moi, je préfère en Afrique qu'on organise des élections transparentes, claires, inclusives, pour qu'après les élections, qu'on ne soit pas en train de gérer les conséquences. Parce qu'au Congo, en RDC, c'est un neuf. Il faut, ce pays-là, il faut éviter que ça éclate. Parce que c'est ce que les gens cherchent. Mais aujourd'hui, on a l'impression, Lamine Cissé, que le vrai problème, eh ben, c'est la distribution des cartes d'électeurs. Ce n'est pas possible aujourd'hui au Grand Katanga. Ce n'est pas possible aujourd'hui au Grand Kasaï. C'est pourquoi il faut s'asseoir, comme vous l'avez dit. Oui, il faut que les acteurs politiques et les acteurs socio-professionnels à tous les niveaux s'assoient pour dire... La pacification des Congo ne se peut pas sans l'État. Pardon?
la pacification de la RD Congo aujourd'hui ne se peut pas évidemment, sans l'État. Donc, la responsabilité revient au président Joseph Kabila. Non, le problème est beaucoup plus complexe. Il l'a développé. Vous savez, un chef d'État a beau vouloir pacifier son peuple, s'il y a d'autres forces occultes qui jouent contre cela, là, toujours il y a des troubles. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le Congo se stabilise et ait un président. C'est pourquoi je dis il faut absolument, comme vous l'avez dit, que les gens s'assoient, trouvent une solution à l'africaine. Parce que souvent nous occultons cela. Nous nous confions aux multinationales qui ont d'autres intérêts. Et un jour, peut-être je vais sur votre plateau, je vais vous dire le roi belge Léopold, quand il a envoyé les missionnaires en Congo, la mission qu'il leur a confiée. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. Voilà. Je vous demande, et que ce Congo-là, il faut le traiter d'une façon spécifique congolaise, mais d'une façon spécifique africaine. Voilà. Il y a des ficelles qui se tirent, qui ne veulent pas que le Congo soit... Vous savez, c'est pas possible. Ce Congo-là, c'est pour nourrir toute l'Afrique entière. Pourquoi nos chefs d'État sont incapables jusqu'à présent, ils sont impuissants de stabiliser ce Congo-là et d'aller vers le développement pour le peuple? Mais le président Kabila avait refusé de participer à tout ce qu'il y avait comme assise sur le continent. Ce n'est que très dernièrement qu'il a accepté de retourner à l'Union africaine quand il n'avait plus aucun soutien sur le continent. C'est d'ailleurs la dernière réunion de l'Union africaine qui a vu la présence du président Joseph Kabila Kabange. On a l'impression aujourd'hui qu'il a décidé enfin de réactiver la diplomatie africaine et de s'ouvrir aux propositions de ses autres pairs chefs d'État. Je vais vous demander, Herbert, de me dire concrètement, aujourd'hui, on a l'impression même que sur les prérequis au niveau de l'État central, ce n'est pas activé. On a par exemple la loi sur la répartition des sièges au sein de l'Assemblée nationale qui n'a toujours pas été votée. Or, on sait que l'Assemblée, que ce soit les deux chambres, eh ben, c'est razzia du côté du PPRD, la majorité au pouvoir. On a l'impression que dans le discours, on dit nous voulons les élections, on dit nous voulons la paix, on dit nous voulons que l'accord du 31 décembre soit respecté, mais dans les faits, dans la matérialisation de ce qu'on dit, il y a quand même encore des goulots d'étranglement qu'on met soi-même ou qu'on ne saute pas soi-même pour aller vers ces élections-là. C'est en tout cas l'impression que ça laisse. Oui, mais c'est une impression effective, dans la mesure où il y a le discours politique qui devrait être accompagné par l'Assemblée nationale où il est majoritaire. Non, cela est symptomatique de ce que, au sein même du parti, il y a des problèmes, il y a des crises. Ouais, un parti comme ça, avec un président dont le mandat est échu, même si la Constitution demande que tant qu'il n'y aura pas un autre président qu'il soit maintenu, eh bien, il y a une sorte de révolution qui se prépare au sein même du parti. Et les deux éléments majeurs, c'est bien le comportement aussi bien de Katumbi et aussi de syndicats d'Okolo, ils disent qu'ils ne font pas de la politique dès le départ. Je vais parler plutôt de syndicats d'Okolo, M. Katumbi est politique. Mais ils sont, syndicats d'Okolo, en réalité, est secrété par le parti présidentiel. Hein? Même s'il n'a pas de cas de membres qui ne militent pas, il n'en demeure pas moins qu'il est un porteur d'eau du parti. Hein? Ah non, il a nié. Non, oui, on nie toujours. Non, mais parce qu'il a clairement appelé au départ du président Kabila. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est de connivence avec le régime. Mais vous savez très bien que ces hommes d'affaires, quand ils apportent l'eau, ils sont tranquilles. Et que quand on commence à monter au créneau, c'est qu'il y a des difficultés. Puisque vous venez d'un pays qui se targue d'être le laboratoire de la démocratie, vous savez bien comment ça se passe. Oui, bon, nous allons évoluer dans ce débat. Non, mais votre souris m'intrigue. Non. Est-ce qu'on se comprend d'ailleurs? On se comprend très bien. Lamine Cissé, après l'agression au marché de Kinshasa, la jeunesse du PPRD, le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le parti présidentiel, a demandé que l'état d'urgence soit décrété dans le pays. Ça devait être fait depuis longtemps au Congo. Il y a des zones où il faut décréter l'état d'urgence parce que les gens s'entretuent. Il y a trop de morts, ça suffit. C'est pourquoi j'ai dit, c'est symptomatique. Il faut que l'armée soit une armée républicaine forte, engagée. Si Kabila va dans ce sens-là pour armer, l'armée et discipliner l'armée, je crois qu'il faut sécuriser le Congo
en donnant la sécurité à la population. Donc pour vous, l'état d'urgence, c'est une bonne chose? Oui, oui, l'état de Congo. Mais vous avez parlé de la situation politique, c'est la même chose qui se passe au Gabon. Hein. Le Gabon, ils ont prolongé de 15 mois l'élection des députés. Et le Gabon, c'est un petit état. Mais c'est la France-Afrique qui est là. Ils ont les mêmes problèmes avec le Congo. Les ficelles sont tirées ailleurs. C'est ce que vous dites. Moi, je n'ai pas les preuves. Oui, l'état d'urgence, doit être zonal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décréter l'état d'urgence sur tout l'état du territoire. Mais il y a des zones, effectivement. Notamment le Kasaï. Oui, le Kasaï. Le Grand Kasaï. Il n'y a pas d'État, là. Effectivement, il n'y a pas d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité. L'autorité est inexistante. Absolument. Donc, il faut nécessairement régler le problème, au moins pour les populations. Et il faut sauver les populations. Et l'atrocité, le viol, il y a tout ce qu'il y a comme atrocité dans ce qui se trouve dans ces zones-là. Il faut nécessairement, n'est-ce pas, que l'État prenne ses responsabilités. Il faut réinventer l'État dans ces zones-là. Sinon, ce sont il faut une prise de conscience humanitaire au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Afrique, partout, pour sauver des êtres humains, parce que ça, il s'agit, n'est-ce pas, de la vie humaine dans ces zones-là. Je ne vous coupe pas. Par rapport au Kasaï, quand on a envoyé des humanitaires pour aller s'enquérir de la situation, eh bien, ce sont des corps qui sont revenus. On a envoyé des experts pour aller s'enquérir. C'est ça, il n'y a pas de sécurité. Voilà, donc... Il n'y a pas de sécurité. Il faut la sécurité. Et ce n'est pas parce que les gens meurent à la maternité qu'il ne faut pas envoyer des femmes enceintes là-bas. Ah non, donc il faut passer, ça fait partie des risques de la vie. Oui, les humanitaires sont revenus en zinc, mais ce n'est pas pour une raison qu'il ne faut pas aller. Parce qu'il y a la vie là-bas. C'est un devoir. On a vu aussi des images extrêmement dures à supporter où on poursuit des jeunes hommes, femmes, enfants qu'on abat tout en évoluant sur le tronçon. On parle la langue locale, parfois un peu de français. La situation sécuritaire dans cette région, le Kasaï, est extrêmement volatile. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu le président Kabila qui a annoncé le renouvellement du commandement au niveau de la police, au niveau de l'armée et consorts. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne doit pas employer les moyens les plus forts possibles pour ramener la quiétude dans cette région? Parce que aujourd'hui, c'est le Kasaï. On a vu le marché central de Kinshasa où on est venu, on a abattu la responsable du marché avec d'autres personnes. D'autres personnes, on a tiré sur eux. Si ça commence au Kasaï et que ce n'est pas circoncis, eh bien, ça va venir à Kinshasa bientôt. Absolument. Ça va aller ailleurs, ça va aller au Katanga, ça va aller à Lubumbashi. On n'est pas... Il faut essayer de résoudre le problème. Comme un feu de paille, et les autres régions seront embrasées. Tout à fait. D'où la nécessité, n'est-ce pas seulement de repenser, il faut revoir le problème sécuritaire dans tout le Congo. Et je pense que de plus en plus, il y a certaines zones qui sont dans l'infra-humanité. Tout à fait. Et quand vous voyez des images, quand vous voyez un certain nombre d'atrocités, on se demande même si nous ne sommes pas dans la préhistoire. Tout à fait. Donc cela pose un problème. Il faut réinventer la vie là-bas. Il faut leur apporter, n'est-ce pas, une autre façon de concevoir l'homme aussi et de concevoir la vie. Et cela passe par, une fois encore, l'État. Il faut permettre à l'État de se déployer dans ces zones et d'apporter un peu de son autorité au lieu de distraire les gens au niveau de Kinshasa à des rencontres, à des discussions interminables. Moi, je pense que c'est de la responsabilité de l'Union africaine, c'est de la responsabilité des États limitrophes. Parce que le Congo seul ne peut pas régler ce problème sans l'accord de Rwanda, de l'Ouganda, et bien de la géopolitique, n'est-ce pas, de la zone. Parce qu'ils ont tous des implications. Et vous savez que les peuples, en réalité, ils ne sont que de part et d'autre, et que les frontières ne sont que virtuelles. Voilà. Et donc, il faut trouver la solution au niveau des voisins. La 26 et 30 secondes. Oui, bon, je pense que sur le problème du Kasaï est un problème ethnique. C'est pourquoi ça s'est empiré. Ils n'ont pas les mêmes contextes. Dans des autres zones, ils n'ont pas ce problème-là. Je ne pense pas que ça puisse avoir une ramification. Mais il y a des zones au Congo où il faut pacifier. Il faut non seulement pacifier par l'armée, mais il faut parler. Il faut que les gens se parlent. Parce que les populations se rejettent.
Et souvent, c'est lié au problème de terre, au problème d'intérêt. Et il y a des infiltrations extérieures aussi qui viennent parce qu'il y a l'intérêt là. Donc je crois que toute cette dynamique-là, il faut une armée forte républicaine. Voilà, puisque au Kasaï, on sait que la goutte d'eau, c'était la mort du chef Kamouinan Sapou qui avait été abattu par l'armée républicaine parce qu'il refusait de s'entendre sur un certain nombre de choses. En attendant, le président Joseph Kabila Kabange a nommé un nouveau chef d'état-major de l'armée congolaise, chef de la police de la République démocratique du Congo. A aussi été changé dans cette vague le général Célestin Kanyama, sanctionné, on le sait, par les États-Unis pour son rôle dans une opération de police ayant fait une 50aine de morts, une 30aine d'enlèvements. Selon des ONG, les provinces instables du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri sont aussi concernées par ces mutations et promotions, gageant que l'objectif soit le bien-être des Congolais, marqué aujourd'hui, on le sait, par l'insécurité galopante. Ce sera tout pour ce débat. Il était sur ce plateau Hébert Ouimbo, journaliste, éditorialiste. Face à lui, Lamine Sissé, écrivain, expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis.